On a souvent l'impression qu'un projet, qu'il soit énorme ou tout petit, sort un peu de nulle part. Mais en réalité, chaque projet a une histoire, une origine, qui démarre bien avant qu'on écrive la première ligne d'un plan. Tout part d'un besoin, d'un conflit, d'une petite étincelle. C'est ce voyage qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà le programme. On va d'abord chercher à comprendre d'où vient cette fameuse étincelle. Ensuite, on verra comment on analyse la situation concrètement. Après ça, on explorera 6 grandes stratégies pour identifier le bon projet. Et enfin, on verra comment on transforme un problème un peu flou en un objectif bien concret. Allez, on commence par le commencement. Pourquoi est-ce qu'on lance un projet, au juste? Quelle est cette impulsion de départ? C'est une super question, ça. Parce qu'un projet, ça ne tombe pas du ciel. Ça ne naît pas juste d'une bonne idée sous la douche. Non, la source est souvent plus profonde et tout commence par une remise en question de ce qui existe déjà. Et voilà le mot-clé, anormalité. Ça peut sembler un peu technique, mais l'idée est toute simple. C'est juste un décalage entre la situation telle qu'elle est et la situation telle qu'elle devrait être. Pensez à une performance qui chute, à des ressources qui manquent ou à un besoin qui n'est pas rempli. Le but du projet, au fond, c'est juste de réparer ça, de revenir à une situation normale. Et cette image, elle résume tout parfaitement. C'est un cycle en fait. On a un problème, ce problème, il crée une tension, un conflit, et pour résoudre cette tension, eh bien on a besoin d'un projet. Le projet agit comme une solution, il résout le problème, et la boucle est bouclée jusqu'au prochain problème, bien sûr. C'est un moteur d'amélioration continue. Ok, donc on a identifié un problème, une tension. Mais attention, avant de foncer tête baissée vers une solution, il y a une étape absolument cruciale, la phase d'enquête. Le but ici n'est pas juste de lister les problèmes, non, il faut creuser. D'abord, on fait le tri. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui l'est moins? Et puis, point essentiel, on cherche à savoir qui est le plus impacté, qui est en quelque sorte le propriétaire du problème. C'est la personne ou le groupe pour qui cette anormalité est la plus pénible. Et pour faire ce travail de détective, les analystes disposent de toute une panoplie d'outils. C'est leur boîte à outils si on veut. Par exemple, avec le diagramme de Pareto, on applique la fameuse loi des 80-20 pour trouver les 20% de causes qui créent 80% des problèmes. Pour voir plus large, les analyses PEST ou porteurs permettent de scanner l'environnement externe, la politique, l'économie, la concurrence. Et puis il y a le fameux diagramme d'Ishikawa, vous savez, celui en arête de poisson, qui est génial pour remonter à la cause racine d'un problème et ne pas se contenter de traiter les symptômes. Bon, maintenant que le terrain est bien analysé, que la situation est claire, comment passons de cette analyse à un vrai projet? Il existe plusieurs chemins possibles. La documentation source nous en présente 6. 6 approches, 6 angles d'attaque différents pour décider quel projet lancer. On va en regarder quelques-unes de plus près. Commençons par les deux qui s'opposent le plus. D'un côté, l'approche top-down ou descendante. Là, c'est simple, la direction fixe un cap stratégique et les projets sont créés pour suivre ce cap. De l'autre côté, on a l'approche bottom-up, ascendante. Ici, tout part du terrain. Ce sont les besoins et les idées des équipes, des utilisateurs, qui font naître les projets. La première approche, c'est celle des projets relais. L'idée est de capitaliser sur ce qui a déjà été fait. C'est un peu comme dans une course de relais. Un projet se termine et hop, on passe le témoin au suivant pour consolider les résultats et continuer sur la lancée. Ici, on se met en mode économiste. On analyse le marché. Est-ce qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait, un service qui manque? C'est en étudiant cet équilibre ou ce déséquilibre entre l'offre et la demande qu'on va identifier une opportunité de projet. Avec cette 5e méthode, on prend de la hauteur. On regarde un grand objectif commun et on se demande, ok, pour y arriver, qu'est-ce que chaque équipe, chaque département doit faire de son côté? C'est une approche qui demande beaucoup de coordination, un vrai travail d'orchestre pour que tout le monde joue la même partition. Et enfin, la dernière approche, qui nous ramène au début en fait. Ici, on retourne tout simplement à la source. On va sur le terrain, on discute avec les gens qui vivent le problème au quotidien, les usagers, les experts, les institutions. C'est leur parole qui va directement inspirer le projet. Voilà, on a vu toutes les pièces du puzzle. Maintenant, voyons un peu comment tout ça s'assemble pour donner naissance à un projet qui a du sens. Donc, si on résume le parcours, c'est assez logique au final. Tout part d'un sentiment, d'un truc qui cloche, cette fameuse anormalité. Ensuite, on enfile sa casquette de détective et on analyse. Après, on choisit sa stratégie, son angle d'attaque parmi les 6 qu'on a vus. Et c'est seulement à la fin de ce processus qu'on arrive à un projet bien défini avec un but clair. Et cette citation des documents sources résume tout ça à la perfection. Le but ultime d'un projet, ce n'est pas juste de faire quelque chose. C'est de corriger, d'améliorer, de rétablir un équilibre. Bref, de retrouver une certaine normalité. Et tout ça nous laisse avec une dernière question.
Maintenant qu'on a ces grilles de lecture en tête, c'est intéressant de regarder autour de soi. La construction d'une nouvelle ligne de métro, le lancement d'une nouvelle application, la réorganisation d'un service public. D'après ce qu'on a vu, quelle logique se cache derrière ces projets? C'est un petit jeu de détective assez fascinant.